Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hard Bacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Ilyes. C'est comme ça qu'on prononce son nom? Ilyes. Il faut dire Ilias ou Ilyes? C'est Ilyes. Ilias, ok, Oui. désolé. C'est à cause de son orthographe. Qui est un spécialiste de services financiers. De la banque CIBC, au service impérial de la banque CIBC. Donc, c'est ça. Donc, un conseiller financier, là, entre guillemets, là, dans le langage de tous les jours. Et aussi un cofondateur de start-up. Donc, je trouvais ça le fun de t'avoir à l'émission. C'est tout le temps moi qui parle. Bien, ça fait plaisir. C'est tout le temps moi qui parle du marché. Puis avant d'entrer dans le cœur du sujet, qui est la reprise économique, puis tout le monde se demande jusqu'à est-ce que c'est là pour durer, tu sais, une grosse chute en novembre-décembre. Là, le marché semble robuste puis reprendre les parts perdues, mais tout le monde se demande est-ce que c'est là pour durer. Tout le monde est anxieux. Mais avant que je vous parle de ça, j'aimerais ça, tu sais, je vais te faire une petite plug. Quand tu as pris la peine de traverser toute Montréal pour venir nous voir à Longueuil. Donc, tu es cofondateur d'une compagnie qui s'appelle DABA, D-A-A-B-A. C'est une application mobile qui permet aux gens d'entrer en contact avec des avocats. Des conseillers juridiques, okay. Exactement. Okay. Incluant des avocats, des notaires, peu importe le type de domaine du droit. Okay. C'est une nouvelle application qui est gratuite, disponible sur l'App Store et Android, Google Play aussi. OK, donc allez télécharger DABA puis allez télécharger Hard Bacon, c'est pas déjà fait. Donc, parle-moi un peu de reprise, parce que là, tu sais, ça fait mal aux clients novembre-décembre. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont retiré leur bille ou tu as réussi à les convaincre de rester dans le marché pour le long terme? Comment ça s'est passé de ton côté? D'abord, merci Julien pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous sur le Facebook Live de Hard Bacon. Ça fait plaisir. Une application que j'ai moi-même téléchargée, puis j'encourage tout le monde justement à aller essayer, puis surtout à se renseigner par rapport à tout ce qui est possible de faire en termes d'investissement. Merci. Puis en termes d'épargne également. Par rapport à la reprise financière, comme vous le savez, on a tous vécu ça. Si vous avez des placements en REER, en CELI ou des placements non enregistrés, soit pour vous, pour votre famille, vos enfants, comme le régime épargne-études, ou pour des placements commerciaux, il y a eu une mini-crise qui est passée. Malheureusement, ça l'a un peu... Il y a du monde qui dit que ton micro est trop bas. Peut-être le remonter un petit peu. Je vais le tenir. Donc, ça va être plus simple. OK. Donc, en fait, au niveau de la reprise financière, ça a été une période qui a été difficile. Il y a eu une correction des marchés boursiers vers le mois de novembre jusqu'à fin décembre. Avant le jour de l'an. À partir du jour de l'an, si on regarde une action, pour prendre un exemple simple, l'action de Apple par exemple. Donc Apple, ça y est passé on peut aller voir Apple, je check dans l'app. Voilà, donc Apple est passé de $230 si on regarde vers le milieu de l'année 2018 qui vient de s'écouler et a tombé à $140. Ouais. Donc, on le voit ici. Là, on regarde. Le creux, c'était 148. Même plus bas que ça, 142, même le 3 janvier, à la reprise de la bourse. Puis, ce qui est un peu déconcertant pour un investisseur lambda ou le commun des mortels, on investit notre propre argent, des fonds propres. Puis si on a la chance d'avoir des placements commerciaux ou des startups, on ne veut pas perdre notre argent du jour au lendemain ou perdre un 20% comme ça. Donc l'idée pour le thème d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de cette reprise financière. Elle suit son chemin. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent? Tu sais, que c'est les gens qui ont vendu là, me semble, ils doivent être tristes là, parce que ça a repris. Comment on fait pour ne pas vendre au pire moment? C'est vraiment simple, c'est it's to buy low and sell high. Donc, vous ne voulez pas acheter une action à son plus haut, à son pic. Par exemple, pour Apple, c'était donc plus que $200, puis la revendre au creux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être en contrôle finalement de ses émotions en premier, avant de faire un trade ou de faire un ordre de vente à ce niveau-là. OK. Puis là, est-ce que tu penses que ça va durer? Est-ce qu'il y a une reprise? Mais ça fait tellement... Puis tout le monde se dit, puis je sais qu'en fait, il n'y a pas plus de chances qu'il y ait une crise cette année que l'année dernière sur le plan probabilistique, mais historiquement, il y a des cycles de 7 à 10 ans économiques. Là, ça fait depuis 2008, je pense, donc ça fait 10, 11 ans. Donc tout le monde s'inquiète et des fois, ça peut être ce qu'on appelle en anglais un self-fulfilling prophecy. C'est que tout le monde... Non, il n'y a pas plus de probabilité, mais comme tout le monde commence à en parler, bien, peut-être que ça se passe. Donc, quand on est sur les marchés, ça, on est pris aussi à subir ou à naviguer à travers les fluctuations du marché.
Donc, ce qui est très normal, puis ce qui est même bénéfique finalement pour les investisseurs qui vont justement profiter de ces incertitudes autour des marchés boursiers. Comme on s'adresse, je pense, à un public qui est principalement au Canada, Julien, puis ça, on va dire peut-être aux États-Unis, nos amis les Snowbirds qui seraient aux États-Unis par les temps qui courent. Donc, je vous conseille toujours de garder le contrôle de vos positions dans les diverses actions que vous aurez achetées. Ce qui peut devenir risqué, c'est justement le fait d'acheter quand tout le monde justement en parle. Donc, Apple, c'était le cas, on s'attendait à une belle annonce avec l'iPhone XS, 10S Max, les derniers modèles. Malheureusement, ça n'a pas eu le volume de vente escompté. Puis c'est ce qui a fait mal finalement. Mais c'est juste Apple, parce que tout a craché, fait qu'il est quand même... Là, je parle de l'exemple d'Apple, mais ça s'applique aux autres groupes technologiques, pas tous, mais à plusieurs d'entre eux, puis même à d'autres industries. Et qu'est-ce que tu conseilles? Quelqu'un puis tu sais, quand je dis conseil, je ne parle pas de conseil financier au sens de la loi sur les valeurs mobilières, mais je veux dire, c'est quoi une bonne pratique à titre éducationnel seulement? J'aime bien la question. Pour quelqu'un qui commence à avoir peur d'une crise, parce qu'à long terme, les crises ne font pas vraiment mal aux investisseurs si la personne est là pour 20 ans, 25 ans, puis pour la retraite. Mais à court terme, ça peut justement causer du stress, puis tu te sens mal parce que tu vois ton argent diminuer. Qu'est-ce qu'un investisseur devrait faire là, qui a de l'argent déployé aujourd'hui? Est-ce que c'est ça, la réponse simple à une question quand même complexe dans les marchés, c'est de rester fidèle à son profil d'investisseur. Donc, à la base, c'est ça. Quand vous faites des placements, si les auditeurs qui nous écoutent ou vos fans de Hard Bacon, les followers, les gens qui nous suivent, donc écoutez ça. Si vous avez des positions aujourd'hui, c'est sûr c'est le best time pour peut-être le meilleur timing pour en racheter. Donc, racheter à bas prix, mais pas pour en vendre. Certainement pas pour les actions qui ont dégringolé. Donc, la règle simple dans ça, c'est vraiment de rester fidèle à son profil d'investisseur, à son horizon de temps. Donc, si je suis entrepreneur et que j'ai encore 25 ans avant ça d'atteindre mon chiffre de retraite, si je veux partir à la retraite à 55 ou 60 ans, à ce moment-là, ce n'est pas le temps de commencer à liquider mes positions, mais plutôt celle de maintenir sa philosophie de placement, puis surtout d'essayer peut-être, si on est à la bourse, d'essayer de profiter justement de ces incertitudes, de la spéculation aussi, puis de le faire de façon toujours en gardant en tête ses connaissances en placement, puis sa tolérance au risque. OK. Puis quelqu'un, mettons, qui ne sait pas quoi investir en céréales, là, puis je ne te demande pas de prévoir ou de me dire des titres, mais qu'est-ce qui a du sens? Parce que les gens pensent, je vais mettre de l'argent dans un REER, mais ils oublient que dans un REER, il y a un produit de placement. REER est un type, c'est un plan, c'est un régime enregistré ou un type de compte. Est-ce que tu as des clients comme ça qui disent « je mets de l'argent dans le REER, ça ne savent pas quoi à l'intérieur » Très bonne question. Personnellement, j'ai la chance de travailler pour le service impérial d'une grande institution bancaire à la banque. Puis justement, la plupart de mes clients, généralement, c'est pas tous, mais 60% à 70%, ils ont des connaissances moyennes au niveau des placements. Donc, ils ont une petite idée par rapport à où ils veulent investir le REER. Surtout quand il s'agit de REER, c'est pour le retraite. Donc, on ne veut pas nécessairement aller justement risquer dans des titres qui peuvent être très spéculatifs. Donc, l'idée, c'est pour un régime comme ça, enregistrer d'épargne retraite. C'est qu'il y a une variété de placements. Aujourd'hui, on peut aller voir sur les sites web des différentes institutions, même des courtiers en placement, etc. Donc, ça peut aller des certificats de placement garantis pour prendre le risque. Finalement, au portefeuille plus sophistiqué. Puis l'autre question, c'est entre le CELI et le REER, de plus en plus, ils disent pour un jeune, les avantages du REER ne sont pas si grands que ça si on regarde à long terme, parce qu'on finit par payer de l'impôt quand on le ressort. Puis là, ce que j'ai entendu, c'est que ça valait mieux la peine d'avoir d'autres types d'investissements. Donc, est-ce que ça a du sens de mettre des investissements plus agressifs, donc des compagnies technologiques ou des choses qui pourraient vraiment doubler, tripler de valeur, puis de mettre les trucs ennuyants puis stables dans le REER? Est-ce que c'est une bonne pratique? Ça, mettons, je sais pas, là, un Bell Canada, tu mets ça dans le REER,
puis un Shopify, tu mets ça dans le CELI. Puis là, je sais que la situation est différente pour chaque personne, mais est-ce que ça a du sens comme idée? C'est ça. En fait, ça a du sens ce que tu dis, puis je pense que c'est un bon conseil pour les investisseurs, même les investisseurs qui sont nouveaux sur les marchés boursiers, qui ont toujours investi dans des fonds communs de placement ou plutôt dans des portefeuilles qui sont déjà composés de façon personnalisée selon leur profil. Aujourd'hui, c'est mieux justement de diversifier. Et ça a toujours été le cas. Finalement, c'est juste question justement toujours d'objectif. Donc, si l'objectif, comme tu parlais de CELI, donc le CELI, ça reste un compte libre d'impôt et il offre une souplesse qu'on n'a pas avec les REER, mais il y a des limites qui sont très, très différentes. Puis, ça n'a pas le même effet. Donc, si on veut réduire nos impôts, c'est sûr, pour un professionnel ou un travailleur autonome qui déclare justement un salaire assez élevé, à ce moment-là, le REER va être le véhicule de placement de prédilection. C'est sûr, quand on est début de carrière, c'est moins intéressant, mais si vous gagnez un gros paquet d'argent, ben c'est sûr que dans le futur, vous n'allez pas faire autant. Pas nécessairement. On peut être professionnel, puis dans un métier libéral. C'est ça, puis justement avoir besoin de mettre un peu de l'argent de côté. L'idée, c'est aussi de le faire tout au long de l'année, de ne pas attendre à la dernière minute, au 1er mars. Parce que là, c'est ça, depuis janvier, tout le monde parle de REER, après ça, il arrête, puis là, le monde pense que les REER n'existent plus. Fait que toi, tu dis que c'est mieux mettons, d'en mettre tant par mois que dans le REER ou dans le CELI, ou peu importe, que d'attendre la dernière année, à la fin de l'année. Puis une cotisation forfaitaire qui peut justement, parce qu'à ce moment-là, on s'expose au risque d'acheter ses parts à un prix qui peut être plus élevé. Effectivement, si le marché crache demain, ben là, tu vas regretter de ne pas avoir mis des montants mensuels. Tu vas devoir être patient. Comme tu as été patient, ça pourra le faire. Donc, cool, parfait. Écoute, merci beaucoup, Elias, d'être venu à notre émission ou dans ma vidéo quotidienne. C'est super d'avoir invité. Merci pour l'invitation, Julien. Puis, ça fait plaisir. Je souhaite à tout le monde de pouvoir investir soit dans leur CELI ou leur REER tout au long de l'année, avec des achats automatiques à partir de leur compte bancaire. Ça reste l'option vraiment de choix pour profiter, que ce soit des actions, des portefeuilles en fonds communs ou des portefeuilles plus personnalisés. Cool. Merci beaucoup, Elias. Bonne Bonne journée. Merci.